La nuit tombe sur Treignac, petit village de Corrèze perdu au cœur de la France profonde. Les rues étroites se vident progressivement tandis que les habitants se barricadent chez eux. Personne ne s'aventure près du vieux manoir qui domine le village depuis plus d'un siècle. Cette demeure imposante, avec ses 304 mètres carrés de mystère et ses murs de pierre séculaire, cache un secret que 3 générations ont tenté d'oublier. Un secret si sombre qu'il a coûté la vie ou la raison à tous ceux qui ont osé en franchir le seuil. Nous sommes en juin 2024. Une famille de la région parisienne vient d'acheter ce manoir pour la somme dérisoire de 23 000 € lors d'une vente aux enchères. Un prix ridiculement bas pour une propriété de cette envergure. Mais 3 jours après la signature de l'acte de vente, quelque chose d'inexplicable se produit. Les nouveaux propriétaires disparaissent sans laisser de traces. Leurs téléphones ne répondent plus. Leurs proches les cherchent désespérément. La police ouvre une enquête. Mais personne ne les retrouvera jamais. Ce manoir n'a connu que 3 propriétaires en plus d'un siècle d'existence. Les 2 premiers ont disparu dans des circonstances aussi mystérieuses que troublantes. Le 3e, un couple d'étrangers divorcés, est aujourd'hui introuvable malgré 4 années de recherches acharnées menées par les autorités. Comme si cette demeure maudite dévorait l'âme de quiconque osait prétendre en être le maître. L'histoire commence en 1902. Cette année-là marque l'achèvement d'un projet architectural ambitieux. Un riche industriel de la région fait construire une demeure bourgeoise dominant le village de Treignac. L'emplacement est stratégique. La maison surplombe toute la vallée, offrant une vue imprenable sur les collines environnantes. Les ouvriers qui participent à la construction remarquent rapidement des phénomènes étranges. Des outils disparaissent mystérieusement. Des bruits inexplicables résonnent dans les pièces vides. Certains refusent de travailler la nuit, prétendant avoir vu des ombres se déplacer derrière les fenêtres alors qu'aucune lampe n'était allumée. Le premier propriétaire s'installe avec sa famille en grande pompe. Les villageois sont invités à une réception somptueuse pour célébrer l'inauguration. Mais la fête tourne court. Pendant la soirée, l'épouse du propriétaire s'effondre soudainement. Elle hurle qu'une présence invisible l'étouffe. Les médecins appelés en urgence ne trouvent aucune explication médicale à sa crise. Ils diagnostiquent une hystérie passagère. Mais la femme ne s'en remettra jamais. Elle sombre progressivement dans la folie, affirmant qu'une entité malveillante habite les murs de la demeure. Quelques mois plus tard, le propriétaire lui-même commence à manifester des comportements inquiétants. Ses employés le trouvent régulièrement en pleine nuit, marchant dans les couloirs en murmurant des phrases incompréhensibles. Il parle d'une voix qu'il appelle depuis les profondeurs du manoir. Une voix qui connaît ses secrets les plus sombres. Ses affaires périclitent. Sa santé se détériore. En 1905, 3 ans seulement après avoir emménagé, il décide de vendre la propriété et de quitter la région. Mais avant même que la vente ne soit finalisée, il disparaît. Sa voiture est retrouvée abandonnée au bord d'un précipice. Son corps ne sera jamais retrouvé. Le 2e propriétaire achète le manoir en 1906. C'est un médecin réputé qui ne croit pas aux superstitions. Il s'installe avec son épouse, une couturière talentueuse. Les débuts sont prometteurs. Le couple semble heureux et épanoui. Il rénove entièrement l'intérieur, espérant ainsi chasser les mauvais souvenirs laissés par les précédents occupants. Mais le bonheur est de courte durée. Un soir d'hiver, l'épouse est victime d'un terrible accident de la route. Sa voiture percute un arbre sur une route parfaitement droite. Les gendarmes n'arrivent pas à comprendre comment un tel accident a pu se produire. Il n'y avait aucune trace de freinage. Comme si elle avait volontairement quitté la route. Elle survit miraculeusement, mais les séquelles sont irréversibles. Son visage est défiguré. Son corps est brisé. Elle ne peut plus marcher. Le médecin transforme alors une pièce du rez-de-chaussée en chambre pour son épouse. Il l'y soigne jour et nuit, refusant de la faire hospitaliser. Les villageois commencent à parler. Des bruits étranges s'échappent du manoir pendant la nuit. Des cris de douleur. Des pleurs interminables. Certains affirment avoir entendu un vieux piano jouer des mélodies lugubres en pleine nuit, alors que personne dans la maison ne sait jouer de cet instrument. La femme du médecin se meurt lentement dans cette chambre transformée en prison. Ses souffrances durent des années. Quand elle succombe finalement à ses blessures, le médecin perd la raison. Il refuse de faire enterrer le corps de sa femme. Il la garde auprès de lui, prétendant qu'elle lui parle encore. Lorsque les autorités interviennent enfin, alertées par des voisins inquiets, elle découvre une scène d'horreur.
Le corps de la femme repose dans son lit depuis plusieurs semaines. Le médecin est assis à ses côtés, tenant sa main décomposée. Il sourit paisiblement. Il explique aux gendarmes que son épouse lui a révélé le secret du manoir. Qu'une présence ancienne habite les lieux. Qu'elle se nourrit de la douleur et du désespoir des occupants. Avant que les autorités ne puissent l'emmener, le médecin s'échappe. Il monte au dernier étage du manoir. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé ensuite. Certains racontent qu'il s'est jeté par la fenêtre. D'autres affirment qu'il s'est tout simplement évaporé. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le manoir reste alors abandonné pendant des décennies. Les villageois l'évitent soigneusement. Des squatteurs tentent parfois de s'y installer, mais ils ne restent jamais longtemps. Tous rapportent les mêmes phénomènes. Des ombres qui se déplacent dans les couloirs. Des portes qui claquent violemment sans raison. Une atmosphère oppressante qui rend la respiration difficile. Et surtout, cette présence invisible qui semble observer le moindre de leurs mouvements. En 2011, un couple d'étrangers achète le manoir. Ils ont de grands projets. Transformer cette demeure abandonnée en maison d'hôtes de luxe. Attirer une clientèle fortunée en quête d'authenticité. Ils investissent des sommes considérables dans les premières rénovations. Mais très vite, les problèmes commencent. Les ouvriers refusent de travailler seuls dans certaines pièces. Des accidents inexpliqués se multiplient. Un maçon tombe d'un échafaudage parfaitement stable. Un électricien est victime d'une décharge alors que le courant était censé être coupé. Un plombier disparaît pendant plusieurs heures dans le sous-sol avant d'être retrouvé en état de choc, incapable d'expliquer ce qui lui est arrivé. Le couple commence à se disputer violemment. Leurs disputes sont si bruyantes que les voisins appellent régulièrement la police. Ils s'accusent mutuellement de sabotage, de mensonges, d'infidélité. Leur relation se désintègre en quelques mois. Ils divorcent dans des circonstances acrimonieuses. Mais aucun des deux ne veut garder le manoir. Ils le mettent en vente immédiatement. Sauf qu'ils disparaissent avant même que la transaction ne soit finalisée. Les autorités lancent des recherches internationales. Interpol est mobilisé. Des enquêteurs fouillent le manoir de fond en comble. Ils interrogent tous les voisins, tous les ouvriers qui ont travaillé sur le chantier. Mais personne n'a rien vu. Personne n'a rien entendu. Le couple s'est tout simplement volatilisé. 4 années de recherches intensives ne donnent aucun résultat. Les téléphones ne sonnent plus. Les comptes bancaires ne sont plus utilisés. Les familles ne reçoivent aucune nouvelle. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Face à cette situation kafkaïenne, la municipalité de Tréignac décide d'invoquer une procédure juridique rarissime. La procédure du bien sans maître. Après des années de démarches administratives complexes, la commune récupère officiellement la propriété du manoir en 2018. Mais personne ne sait quoi en faire. La demeure est dans un état catastrophique. Les planchers sont vermoulus. Les plafonds menacent de s'effondrer. Et surtout, un champignon dévastateur s'est installé. La mérule. Ce champignon lignivore est surnommé le cancer des bâtiments. Il dévore littéralement le bois, fragilisant toute la structure. L'éliminer coûterait à lui seul 32 000 € selon les estimations. En avril 2024, la municipalité décide de mettre le manoir en vente. Le prix de départ est fixé à 18 000 €. Une somme dérisoire pour une propriété de 304 mètres carrés. Mais personne ne se manifeste. Les agences immobilières refusent de prendre le dossier. Les rares visiteurs qui osent franchir le seuil ressortent rapidement, le visage blême. Ils évoquent tous la même sensation. Une présence hostile. Une atmosphère suffocante. L'impression d'être observé par des yeux invisibles. Sandrine Schepp, adjointe au maire en charge de l'immobilier, organise des visites guidées pour tenter d'attirer des acheteurs potentiels. Elle tente de minimiser les aspects effrayants de la propriété. Elle insiste sur le potentiel architectural. Sur les volumes exceptionnels. Sur les moulures d'époque encore visibles malgré les dégradations. Mais ces arguments peinent à convaincre. La réputation du manoir le précède. Tous les habitants de la région connaissent son histoire macabre. Personne ne veut prendre le risque. En juin 2024, une famille de région parisienne se porte finalement acquéreur. Ils remportent l'enchère pour 23 000 €. Un prix incroyablement bas qui devrait les alerter. Mais ils sont convaincus d'avoir fait l'affaire du siècle. Ils ont des projets ambitieux.
Rénover entièrement la propriété. En faire une résidence secondaire familiale. Peut-être même la transformer en chambre d'hôte si les travaux se passent bien. Le compromis est signé le 15 juin. La famille est euphorique. Ils prennent des centaines de photos. Ils mesurent chaque pièce. Ils établissent des plans détaillés des rénovations à entreprendre. Le père explique à l'adjointe au maire qu'ils sont prêts à investir jusqu'à 300 000 € dans les travaux. Qu'ils ont déjà contacté plusieurs artisans. Que les travaux débuteront dès la semaine suivante. Sandrine Schepp est soulagée. Enfin, le manoir va retrouver une nouvelle vie. La malédiction va prendre fin. 3 jours après la signature, Sandrine tente de joindre la famille. Elle doit leur transmettre des documents administratifs importants. Son premier appel reste sans réponse. Elle réessaie plusieurs fois dans la journée. Les téléphones sonnent dans le vide. Elle envoie des emails. Aucune réponse. Le lendemain, elle se rend à l'adresse parisienne indiquée sur le compromis. L'appartement est vide. Les voisins affirment ne pas avoir vu la famille depuis plusieurs jours. Personne ne sait où ils sont partis. La municipalité contacte alors la police. Une enquête est ouverte. Les enquêteurs découvrent rapidement des éléments troublants. La famille a vidé ses comptes bancaires le jour même de la signature du compromis. Ils ont retiré l'intégralité de leurs économies en liquide. Plus de 200 000 € en espèces. Ils ont ensuite quitté Paris dans la nuit, emportant uniquement quelques valises. Leur voiture a été retrouvée abandonnée près de Trégnac. À l'intérieur, les valises sont toujours là. Les vêtements sont parfaitement pliés. L'argent liquide a disparu. Mais aucune trace des occupants. Les téléphones portables de la famille sont éteints. Les dernières géolocalisations les situent aux abords du manoir. Les caméras de surveillance du village ont enregistré leur arrivée. On les voit garer la voiture. Sortir les valises. Se diriger vers le manoir. Puis plus rien. Ils entrent dans la propriété et ne réapparaissent jamais. Les équipes cynophiles fouillent le manoir et ses environs. Les plongeurs inspectent les étangs alentours. Les équipes de spéléologues explorent les grottes de la région. Aucun corps n'est retrouvé. Aucun indice n'est découvert. Les enquêteurs interrogent longuement Sandrine Schepp. Ils veulent savoir si elle leur a parlé de l'histoire du manoir. Si elle les a mis en garde contre les disparitions précédentes. Elle affirme avoir évoqué les problèmes structurels. La mérule. Les travaux importants à prévoir. Mais elle jure ne jamais avoir mentionné les disparitions. Pourquoi aurait-elle dû le faire? Ces histoires remontent à plusieurs décennies. Ce ne sont que des coïncidences malheureuses. Des légendes urbaines amplifiées par les superstitions locales. Rien qui justifie de faire peur aux acheteurs potentiels. Mais les habitants de Trégnac savent la vérité. Ils connaissent le secret du manoir. Cette demeure a été construite sur un ancien site rituel. Bien avant l'arrivée du christianisme, les druides celtes utilisaient cet emplacement pour leurs cérémonies. Des sacrifices humains y étaient pratiqués pour apaiser les dieux. Le sol est gorgé de sang innocent. Les énergies négatives se sont accumulées pendant des siècles. Quand l'industriel a fait construire son manoir en 1902, il a réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi. Les anciens du village racontent que des phénomènes paranormaux sont observés régulièrement aux abords du manoir. Des témoins affirment avoir vu des silhouettes fantomatiques se déplacer derrière les fenêtres. Des lumières s'allument et s'éteignent sans raison dans les pièces vides. Des chants rituels résonnent certaines nuits de pleine lune. Des animaux refusent de s'approcher de la propriété. Les chiens aboient frénétiquement. Les chevaux hennissent de terreur. Même les oiseaux évitent de survoler le bâtiment. En mai 2025, la municipalité décide de remettre le manoir en vente. Le prix est abaissé à 20 200 €. Une vente aux enchères en ligne est organisée. Mais cette fois, les enchérisseurs sont rares. Très rares. Quelques curieux manifestent un intérêt distant. Mais dès qu'ils découvrent l'historique complet de la propriété, ils se rétractent. Les disparitions mystérieuses font désormais l'objet d'articles de presse. L'histoire du manoir maudit de Trégnac circule sur les forums spécialisés dans le paranormal. Les urbexeurs eux-mêmes, pourtant habitués à explorer les lieux abandonnés les plus dangereux, refusent de s'y aventurer. Marina Rousseau, la responsable de la vente, tente de positiver. Elle décrit le manoir comme atypique mais charmant. Elle insiste sur les volumes exceptionnels.
sur le potentiel architectural. Mais ces arguments sonnent creux. Comment peut-on vanter les qualités d'une demeure qui a coûté la vie ou la raison à tous ses propriétaires? Comment peut-on ignorer le fait que 3 familles ont mystérieusement disparu après avoir franchi son seuil? Les derniers visiteurs qui ont osé entrer dans le manoir rapportent tous des expériences troublantes. Serge Dubois, un ancien acquéreur potentiel, raconte son exploration des lieux. Dès qu'il a franchi le seuil, il a ressenti une oppression thoracique intense. Comme si un poids invisible écrasait sa poitrine. L'air lui-même semblait épais, difficile à respirer. Les murs suintaient d'humidité malgré l'été sec. Une odeur de moisi et de décomposition emplissait chaque pièce. Mais ce n'était pas le pire. Dans la grande salle du premier étage, Serge a entendu distinctement des murmures. Des voix multiples qui semblaient provenir des murs eux-mêmes. Impossible de distinguer les mots, mais le ton était menaçant. Hostile. Il a voulu monter à l'étage supérieur, là où le premier propriétaire aurait disparu. Mais ses jambes refusaient d'avancer. Une force invisible le repoussait. Quand il a finalement réussi à progresser, il a découvert une pièce complètement vide. Pas de meubles. Pas de décoration. Juste des murs nus et un plancher vermoulu. Au centre de la pièce, un cercle parfait était gravé dans le bois. À l'intérieur du cercle, des symboles indéchiffrables. Des runes peut-être. Ou des caractères d'une langue oubliée. Serge a pris plusieurs photos avec son téléphone. Mais quand il a voulu les visionner plus tard, toutes les images étaient corrompues. Des lignes noires zébraient les clichés. Des ombres floues apparaissaient sur chaque photo, même dans les pièces parfaitement vides. Sur l'un des clichés, on distingue clairement une silhouette humanoïde debout dans un coin de la pièce. Serge jure qu'il était seul lors de la visite. Qu'aucun autre visiteur n'était présent. Pourtant, cette forme est bien là. Immobile. Observatrice. Menaçante. Depuis cette visite, Serge souffre de cauchemars récurrents. Il rêve qu'il est prisonnier du manoir. Qu'il court dans des couloirs interminables sans jamais trouver la sortie. Qu'une présence le poursuit inlassablement. Qu'elle se rapproche à chaque nuit. Il consulte un psychiatre qui lui prescrit des anxiolytiques. Mais les cauchemars persistent. Ils deviennent de plus en plus précis. De plus en plus terrifiants. Serge voit maintenant des scènes qu'il n'a jamais vécues. Il assiste au suicide du premier propriétaire. Il voit l'agonie de la femme du médecin. Il entend les disputes du couple étranger. Il observe la dernière nuit de la famille parisienne. Dans ses rêves, Serge pénètre dans le sous-sol du manoir. Une pièce qu'il n'a jamais visitée en réalité. Les murs suintent d'une substance noirâtre. Le sol est jonché d'ossements humains. Au centre de la pièce, un autel de pierre porte des inscriptions sanglantes. Sur l'autel repose un objet qu'il ne parvient jamais à identifier clairement. Quelque chose d'ancien. Quelque chose de maudit. Chaque fois qu'il s'approche pour mieux voir, il se réveille en sursaut, le cœur battant, couvert de sueur froide. Serge n'est pas le seul à souffrir après avoir visité le manoir. D'autres témoins rapportent des expériences similaires. Un couple a quitté précipitamment la visite après que leur fille de 5 ans se soit mise à hurler. La petite affirmait voir des gens debout dans les coins des pièces. Des gens qui la regardaient fixement. Des gens avec des visages déformés par la douleur ou la rage. Ses parents n'ont évidemment rien vu. Mais la terreur dans les yeux de leur enfant était bien réelle. Aujourd'hui encore, la fillette refuse de parler de cette visite. Elle fait des dessins perturbants représentant une grande maison sombre entourée de silhouettes noires. Un photographe professionnel spécialisé dans les lieux abandonnés a tenté une séance photo dans le manoir. Il a installé son matériel dans le grand salon. Mais ses appareils ont tous dysfonctionné simultanément. Les batteries se sont vidées en quelques minutes alors qu'elles étaient chargées à bloc. Les cartes mémoire se sont corrompues. Un trépied s'est renversé violemment sans qu'aucune force visible ne l'ait touché. Le photographe a vu une ombre massive se déplacer le long du mur. Une ombre qui ne correspondait à aucun objet présent dans la pièce. Il a quitté les lieux en courant, abandonnant une partie de son matériel. Il refuse catégoriquement de retourner le récupérer. Aujourd'hui, le manoir de Treignac demeure invendu. La municipalité ne sait plus quoi en faire. Les coûts d'entretien s'accumulent. La structure continue de se dégrader. La mérule progresse inexorablement, rongeant les fondations même du bâtiment.
Les experts estiment que la demeure pourrait s'effondrer d'ici quelques années si aucun travail n'est entrepris. Mais qui voudrait investir des centaines de milliers d'euros dans une propriété maudite? Certains proposent la démolition pure et simple. Raser le manoir et vendre le terrain nu. Mais cette solution pose des problèmes budgétaires. La démolition coûterait plus cher que ce que rapporterait la vente du terrain. Et surtout, les habitants craignent que la destruction du bâtiment ne libère quelque chose. Que la présence maléfique qui hante les lieux ne se répande dans tout le village. Ces peurs peuvent sembler irrationnelles. Mais comment expliquer autrement les disparitions successives? Comment expliquer les phénomènes paranormaux observés par des dizaines de témoins dignes de foi? Des parapsychologues et des médiums ont proposé leur service à la municipalité. Ils affirment pouvoir purifier les lieux, chasser les entités négatives, rompre la malédiction. Mais Sandrine Schepp refuse catégoriquement. Elle ne veut pas que la ville soit associée officiellement à ce genre de pratique. Elle craint les moqueries, les critiques. Elle préfère maintenir la version officielle. Le manoir est simplement un bâtiment ancien nécessitant d'importants travaux. Les disparitions sont des coïncidences malheureuses sans lien direct avec la propriété. Point final. Pourtant, les habitants ne sont pas dupes. Ils savent que le manoir cache un secret beaucoup plus sombre. Ils se souviennent des anciennes légendes. Avant la construction du manoir en 1902, cet emplacement était déjà évité par les locaux. On racontait qu'un ermite fou y vivait au XVIIIe siècle. Cet homme pratiquait des rituels interdits. Il invoquait des forces anciennes. Il sacrifiait des animaux. Peut-être même des humains. Quand les autorités ont tenté de l'arrêter, elles ont découvert sa cabane vide. Sur les murs étaient peints des symboles horrifiques. Le sol était couvert de sang séché. Mais aucune trace de l'ermite. Il s'était volatilisé. Des décennies plus tard, quand l'industriel a fait construire son manoir, les ouvriers ont découvert des ossements en creusant les fondations. Des dizaines de squelettes humains enterrés sans cercueil. Sans rite funéraire. Certains portaient des traces de violence extrême. Des crânes fracassés. Des côtes brisées. Des membres tranchés. L'industriel a ordonné de tout recouvrir rapidement. Il ne voulait pas de scandale qui retarderait la construction. Les ossements ont été enfouis sous les nouvelles fondations. Personne n'a jamais su combien de corps reposaient sous le manoir. 10, 20. Peut-être 50. Leurs âmes tourmentées sont-elles prisonnières des lieux? Se vengent-elles sur les nouveaux occupants? La famille parisienne disparue en juin 2024 reste introuvable à ce jour. Les enquêteurs ont exploré toutes les pistes possibles. Enlèvement. Règlement de compte. Fuite volontaire pour échapper à des dettes. Rien ne correspond. La famille menait une vie normale. Pas de dettes importantes. Pas d'ennemis connus. Pas de problèmes psychologiques avérés. Ils ont tout simplement disparu après être entrés dans le manoir. Comme les propriétaires précédents. Comme tous ceux qui ont tenté de s'approprier cette demeure maudite. Les proches de la famille vivent un calvaire. Ils ne peuvent ni faire leur deuil ni continuer à espérer. Aucun corps n'a été retrouvé. Aucune preuve de décès n'existe. Les comptes bancaires sont gelés. L'appartement parisien est scellé. Les enfants de la famille auraient dû faire leur rentrée scolaire. Leurs camarades les attendent. Leurs enseignants ne comprennent pas. Où sont-ils partis? Pourquoi avoir tout abandonné? Que leur est-il arrivé dans ce maudit manoir de Corrèze? Le dossier reste ouvert mais l'enquête piétine. Les policiers ont épuisé toutes les pistes rationnelles. Certains d'entre eux, off the record, admettent qu'ils ne trouvent aucune explication logique. Ils ont visité le manoir. Ils ont senti cette atmosphère oppressante. Cette présence hostile. Ils refusent d'y retourner. Même en mission officielle. Ils préfèrent passer pour des lâches plutôt que de risquer leur vie ou leur santé mentale dans cette demeure maudite. Aujourd'hui, le manoir se dresse toujours au-dessus de Traignac. Ses fenêtres vides ressemblent à des yeux morts qui observent le village. Ses murs de pierre suintent d'humidité et de malveillance. La végétation l'envahit progressivement. Les ronces grimpent le long des façades. Le lierre s'insinue entre les pierres disjointes. La nature tente de reprendre ses droits. Mais même elle semble hésiter. Les plantes qui poussent à proximité immédiate du manoir sont rabougries. Déformées. Comme si la terre elle-même était empoisonnée.
Les nuits de pleine lune, des témoins affirment voir des lueurs étranges danser derrière les fenêtres. Des ombres gigantesques se projettent sur les murs extérieurs. Des chants gutturaux résonnent dans la vallée. Les habitants ferment leurs volets. Ils montent le son de leur télévision pour ne plus entendre. Ils interdisent à leurs enfants de s'approcher du manoir. Même en plein jour. Même accompagnés. Car personne ne sait ce qui pourrait arriver. La malédiction du manoir de Treignac reste inexpliquée. La science ne peut offrir aucune réponse satisfaisante. Les sceptiques parlent de coïncidence, d'hystérie collective, d'autosuggestion. Mais comment expliquer les disparitions concrètes? Les preuves matérielles. Les témoignages concordants de dizaines de personnes. Comment balayer d'un revers de main plus d'un siècle d'événements tragiques? La vérité est que certains lieux accumulent tellement de souffrance, tellement de violence, tellement de désespoir qu'ils deviennent toxiques. Mortels. Certains endroits ne sont pas faits pour les vivants. Le manoir de Treignac en fait partie. Alors que la municipalité tente une nouvelle fois de vendre la propriété, une question demeure. Qui sera assez fou ou assez courageux pour acheter ce manoir maudit? Qui acceptera de devenir le prochain chapitre de cette histoire macabre? Car une chose est certaine. Le manoir attend patiemment. Il attend sa prochaine victime. Il attend que quelqu'un franchisse son seuil. Et quand cette personne entrera, elle ne ressortira peut-être jamais. Comme tous les autres avant elle. Le manoir de Treignac garde ses secrets jalousement. Et il n'est pas prêt de les révéler.